Ah, si l'on pouvait résoudre l'équation du comment apprendre. Ça simplifierait quand même vachement le métier d'enseignant. Et globalement de toute personne qui veut apprendre. Mais le fonctionnement du cerveau humain n'est pas encore une science exacte. C'est pourquoi je vous propose de découvrir un modèle de l'acte d'apprendre développé par Sylvain Konak. Ce modèle est détaillé dans un article que vous retrouverez en description. À défaut d'être LA solution, comme le dit lui-même Sylvain Konak, ce modèle propose quelques pistes qui méritent d'être explorées et qui nous semblent essentielles pour le cœur du métier qu'est l'enseignement. Mais pas que. On aura une approche interrogeant la place du numérique dans ces différentes phases de l'apprentissage, parce que c'est ma spécificité perso. Sachez quand même que cette vidéo va être longue et riche, c'est pourquoi j'ai fait un sommaire en description qui vous permet d'accéder directement aux différentes sections de la vidéo. N'hésitez pas à la voir, la revoir, mettre pause, revenir en arrière, passer quelques passages. Sentez-vous libre. Voici donc les 7 étapes de l'acte d'apprendre, du point de vue de celle ou celui qui modifie durablement ses représentations du monde. Attention! La première entrée dans l'apprentissage consiste à être attentif. Rien de nouveau sous le soleil. Et cela passe par la concentration. Je vous mets en description un article de Lachaud qui parle de la concentration, c'est très intéressant. L'attention doit être abordée côté enseignant comme côté élève. Côté enseignant, le défi sera de trouver comment capter l'attention de ses apprenants. Comment attiser leur curiosité. Comment susciter chez eux l'envie de mobiliser leur attention sur une tâche. Et pour cela, côté élève, il est nécessaire de s'entraîner à l'attention. S'entraîner à être impliqué. Il faut en fait s'entraîner pour apprendre à résister à l'attraction des parasites de l'attention. Ouais, je répète ça, s'entraîner à résister à l'attraction des parasites de l'attention. Du coup, impliquer l'élève peut prendre plusieurs formes et être envisagé de façon individuelle ou collective. Dans le cadre d'un enseignement scolaire, on va prendre pour exemple une activité collective. Imaginons que nous voulions lancer un nouveau chapitre, une nouvelle notion. La principale difficulté pour l'enseignant va être de trouver une question, une situation problème correspondant à ce qu'il vise comme devant être appris par l'élève. Et ce qu'il nous faut avant tout, c'est un problème. Un élément qui va permettre de déclencher un questionnement chez l'élève. Créer un besoin, une intention véritable pour favoriser la construction de nouveaux chemins neuronaux. Ouais, j'ai utilisé un gros mot là. Bref, ce questionnement peut être soulevé au travers d'une expérience. Il peut être présenté sous forme d'une histoire que l'on raconte, si l'on est un conteur et ou que l'on aime ça, mais ce questionnement peut aussi prendre la forme d'une vidéo. Je me rappelle d'une vidéo sur la femme XY, on sait que la femme c'est XX, que l'homme c'est XY, donc qu'est-ce que c'est la femme XY? Directement, l'attention est mobilisée. On voit donc déjà ici un premier exemple d'usage du numérique, simplement avec une vidéo que l'on va diffuser au vidéoprojecteur. Mais on pourra aussi créer une bande-annonce inspirée des blockbusters, il y a plein d'applications qui permettent de faire ça facilement, et qui vont là aussi attiser la curiosité des élèves. Et une fois ce questionnement posé, on va inviter les élèves à se mettre en action. Et ainsi passer à l'étape suivante, l'expression. Dans cette phase, on va demander à chaque élève de répondre à la question posée précédemment. Il écrira sur un bout de papier là où les réponses qu'il pense être les bonnes. Il pourra aussi essayer de réaliser seul ce que le problème exige. On parle donc ici de faire émerger les représentations. Cette étape va permettre à l'élève de formuler ce qu'il sait ou ce qu'il pense savoir sur le sujet, et le fait de le faire de façon personnelle oblige l'élève à se questionner lui-même, et peut-être commencer à se rendre compte qu'il est en partie ignorant, parce que l'on va progressivement le conduire face à un blocage. Le fait de le faire de façon individuelle permet à l'élève de ne pas être mis à nu face au collectif de la classe. Et c'est une des conditions d'un bon apprentissage, il faut que l'élève se sente en sécurité. Même si dans la phase suivante, il sera amené à mettre en regard sa ou ses réponses face à un petit groupe d'élèves. Et c'est d'ailleurs la phase suivante, celle des confrontations. Dans cette phase, la classe sera répartie en groupes de 3-4 élèves maximum. La constitution des groupes par hasard va garantir un échange intéressant, même si la constitution des groupes par affinité relationnelle assurera un climat de classe peut-être meilleur, mais pourra aussi créer quelques discriminations. Pas de solution miracle pour la constitution des groupes. L'objectif sera de laisser confronter toutes les propositions personnelles et d'en faire un retour de groupe à l'enseignant. L'idée c'est vraiment de laisser les élèves s'empéguer, comme dit Sylvain, un terme bien du sud, où on patauge un peu dans quelque chose qui colle et qui est un peu dégueu. Parce que le but de ce travail en groupe, c'est que les élèves ne soient pas d'accord sur la solution du problème. Le groupe va donc faire un retour à l'enseignant, et l'enseignant va soigneusement exposer toutes les réponses possibles à la question posée, ou au problème posé. Il prendra soin de toutes les consigner, par exemple dans une carte mentale, autre outil numérique, et ce dans le but de bien faire apparaître les oppositions qu'il peut y avoir entre les différentes réponses. D'un point de vue pédagogique, on cherche ici à amplifier le doute que peuvent avoir certains élèves, afin de remettre en question ce qu'ils pensent savoir. L'objectif c'est vraiment de créer le doute, et c'est même la phase suivante, l'incertitude.
Cette phase est normalement le moment où l'élève prend conscience qu'il ne sait pas ou qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin de savoir ou besoin de comprendre. Cette phase peut aussi provoquer quelques émotions négatives. Certains élèves ont besoin d'être rassurés tandis que d'autres vont être un peu excités et vont savoir gérer ce doute et cette frustration. A priori, l'attention de l'élève est ici à son apogée. Il s'est posé une question, il a tenté d'y répondre, il a confronté son avis avec ceux des autres. Il n'attend qu'une chose, c'est la réponse à la question. Il est donc temps de répondre à cette question en donnant la bonne réponse ou en montrant une procédure experte. C'est la phase de la transmission ou rétroaction. Ici, l'enseignant peut à loisir transmettre son cours de façon orale, utiliser une capsule vidéo, une infographie, ou tout élément qui va présenter le savoir de façon claire et lisible, et si possible concise. Il faut imaginer un enfant, un adolescent, qui a vu un plat, qui a pu mettre son doigt dedans et goûter, saliver, se dire que c'était extrêmement bon, et qu'il a maintenant envie de tout dévorer. L'enseignant va expliquer ou mettre à disposition le savoir. S'il s'agit d'une procédure, il montre, puis il laisse réagir les élèves. Il les fait s'essayer à un premier exemple facile, et va apporter des précisions à leurs demandes éventuelles. C'est précisément dans cette phase que peut avoir lieu le fameux Eureka, ou Insight en anglais. Ce moment magique où on se dit « Ah, mais c'est ça !» Cela étant dit, ayant expérimenté cette phase de l'apprentissage maintes reprises, voire même quasiment tout le temps maintenant, je me rends compte que tous les élèves ne comprennent pas en même temps. Non pas cette phase du « Ah, j'ai compris » ou du « Eureka » au même moment. En fait, ce Eureka peut arriver bien plus tard dans la séquence d'enseignement. Par ailleurs, il faut bien spécifier que le fameux Eureka ne suffit pas forcément à consolider l'apprentissage. C'est pour ça que c'est pas fini. Si on doit résumer ces 5 premières étapes que l'on vient de lister, on peut les englober dans ce que l'on appellerait une phase du comprendre. Mais pour que ce quelque chose entre vraiment dans le processus de l'apprendre, il faut encore quelques étapes. Petit point sur le numérique, on voit clairement que dans cette phase du comprendre, le numérique est plutôt un outil consultatif, même si on va pas faire une généralité, mais globalement, là, on a vu qu'on l'a utilisé pour la carte mentale et pour diffuser une vidéo. Il sera beaucoup plus utilisé un peu plus tard. Cela nous conduit à la 6e phase, la mémorisation. Sylvain Connac, qui paraphrase Dehaene, explique que pour que quelque chose de compris « Ah, j'ai compris !» soit transformé en quelque chose d'appris, je sais que 2 plus 2 égale 4, c'est automatique, il faut s'entraîner, répéter et répéter encore afin que ça devienne un automatisme. Steve Masson prend quant à lui l'image d'un chemin que l'on emprunterait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit totalement tracé. Et les neurosciences parlent quant à elles de consolidation de la mémoire. Concrètement ici, il s'agit en fait des exercices. On va pratiquer et pratiquer encore pour développer cette mécanique. Qui dit exercice ne dit pas forcément des exercices rébarbatifs et uniformes. Il faut que le réflexe de réponse soit suffisamment bien ancré pour qu'il demande le moins d'efforts finalement possible pour sa résolution. Et pour que cette phase soit la plus efficace possible, il est intéressant qu'il puisse y avoir pour l'élève une rétroaction immédiate à son exercice. Autrement dit, il faut que lorsque l'élève fasse un exercice, il puisse avoir une réponse immédiate. L'idée c'est que si cette rétroaction est quasi immédiate, le chemin de pensée créé par l'élève pour résoudre le problème est suffisamment frais pour être encore corrigé. Parce que s'il enclenche des mécanismes qui sont pas les bons, forcément ce sera pas le chemin le plus court pour y arriver. Cela n'est possible que lorsque l'on est extrêmement disponible aux élèves, mais aussi et surtout lorsque l'on encourage les élèves à s'aider mutuellement, parce qu'on peut pas être partout avec 30 ou 35 élèves. L'aide mutuelle va leur permettre de se répondre à leurs micro-questions, micro-réponses, et de pouvoir compter sur plusieurs manières différentes d'expliquer la notion ou le problème, parce qu'ils auront possiblement plusieurs interlocuteurs. Dans un contexte de classe entière, cela est possible, mais il faudrait que tous les élèves soient au même niveau d'apprentissage au même moment, et on sait bien que ça, c'est impossible. De fait, l'usage d'exerciceurs sur des outils numériques est plus que recommandé ici. On pourra utiliser de nombreuses applications qui permettent un enchaînement d'exercices quasiment illimité et qui offrent une rétroaction immédiate. Ils sont souvent enrobés d'une interface ludique, ce qui ne gâche rien à l'apprentissage et au plaisir que peuvent en retirer les élèves. Il est certain que la présence de tablettes ou d'ordinateurs dans la classe sera un vrai plus dans ce cas-là. Du coup, lorsque la mécanique est construite, on peut imaginer que le chemin de pensée permettant la résolution du problème devient beaucoup plus facile à emprunter pour l'élève. Et il devient alors possible pour lui d'explorer de nouveaux chemins, voire d'emprunter quelques déviations. C'est la dernière étape, celle du transfert. Une des différences entre l'homme et la machine, c'est qu'hormis le cas où la machine attrape un virus, la machine n'oublie pas. Or, l'homme oublie. Enfin, pas tout à fait. En
Enfin, bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Bref, là où je veux en venir, c'est que si l'élève ne mobilise pas régulièrement ses acquis, la mécanique développée dans la phase 6, juste avant, tend à diminuer, voire même à disparaître. Et pour qu'elle se consolide dans un temps long, il faut d'une part la réactiver régulièrement, à la charge de l'enseignant d'organiser des petits quiz flash ou ce genre de choses pour réactiver des notions ou des procédures, et d'autre part à transposer ses acquis dans des contextes nouveaux, pour ne pas se satisfaire d'apprentissage qui ne serait que mécanisé, mais pour les enrichir jusqu'à ce qu'ils permettent l'adaptation et la créativité. Devenir compétent, c'est être en mesure de réutiliser un acquis à un autre moment ou un autre lieu. Et on va même pouvoir transposer cette idée dans tout apprentissage dans la vie. Moi je suis prof de musique, j'apprends les bases de la musique et ensuite je peux moi-même composer et faire acte de créativité, trouver ma propre identité musicale, mon style. Et on retrouve exactement la même chose. Mais il faut d'abord avoir une base qui est mécanisée, des automatismes qui vont nous permettre ensuite de construire. Cette petite pause méditation vous est offerte par l'Éducation nationale. Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes, plus ou moins gourmandes en temps. Souvent, on va encourager les élèves à se mettre en projet, seuls ou avec d'autres. On pourra pêle-mêle leur proposer de créer des exercices à destination de leurs camarades, de créer des œuvres artistiques en lien avec la notion, de mettre en œuvre la coopération dans la classe. Je vous mets dans la description des liens vers les ouvrages de Sylvain Connac, traitant de la coopération et des pédagogies coopératives. Partir sur un travail de projet, réaliser une capsule vidéo, expliquer à d'autres élèves, et là on retombe sur l'entraide et le tutorat, car l'échange entre pairs est un outil précieux pour l'échange des savoirs, comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt dans la vidéo. En parlant de capsule vidéo, j'aime beaucoup montrer la vidéo d'un élève, de Bruno Terrasson, un professeur de sciences, dans laquelle on voit un élève qui est prêt à enregistrer sa capsule vidéo. Je vous laisse regarder. En fait, tu veux dire quoi? Je vais montrer par où... Je vais montrer donc l'appareil reproducteur de l'homme et je vais montrer par où le spermatozoïde passe et pour après pour sortir. Donc tu vas dire bonjour, Aujourd'hui nous allons parler de l'appareil reproducteur de l'homme et surtout du trajet des spermatozoïdes. Ok. Et après je vais dire qui sort des testicules, qui remonte par le canal déférent, qui passe par la vésicule séminale, qui remonte par le pénis et qui sort par le gland. On observe que l'élève a rédigé le début de sa vidéo et puis ensuite il quitte son papier et récite de mémoire tout le trajet des spermatozoïdes dans l'appareil reproducteur masculin sans une erreur et avec une maîtrise du vocabulaire ahurissante. Ce que l'on peut observer ici, c'est que le savoir est acquis et maîtrisé, et que la tâche de transfert qui consistait à réaliser une capsule vidéo n'était en fait qu'un prétexte pour ancrer, réutiliser ailleurs et autrement les acquis du savoir par l'élève. Et on peut clairement dire ici que l'objectif est atteint. En réalité, l'élève n'a même pas besoin de faire la capsule vidéo, mais on va quand même le faire pour marquer le chef-d'œuvre, marquer le fait qu'il a appris, qu'il a compris. Mais d'un point de vue pédagogique, le job de l'enseignant et celui de l'élève sont atteints. Il ne restera plus qu'à réactiver de temps en temps ce savoir afin qu'il ne soit pas oublié. Mais ça, on en a aussi parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Bref, pour conclure cette vidéo, il est évident que les 5 premières phases du comprendre, plus la dernière phase du transfert, sont sûrement les plus complexes à réaliser, aussi bien en termes de conception qu'en termes de temps. Concevoir pour chaque notion, chapitre, procédure, une façon de mettre les élèves en questionnement, de faire émerger les représentations, de les déstabiliser, peut représenter un travail de préparation et de mise en œuvre en classe conséquent. Il est bien plus simple de dispenser un cours, de faire des exercices et d'évaluer. Mais, dans mon expérience, l'apprentissage en suivant ces 7 phases de l'acte d'apprendre est bien plus pertinent. Néanmoins, je n'ai pas transformé mon enseignement du jour au lendemain. Séquence par séquence, chapitre par chapitre, je repense chacun de mes cours afin qu'ils rentrent dans ce cadre, au gré des réformes et autres changements de programme. Mais à l'image des chemins neuronaux tracés par les élèves lorsqu'ils font de la mémorisation, moi c'est pareil quand je conçois mes cours, plus j'essaie de les réfléchir de cette façon, plus c'est facile de les créer de cette façon-là aussi. Et puis, étant enseignant d'éducation musicale en collège et n'ayant qu'1 heure par semaine, je me dois d'être le plus efficace possible. Donc j'ai quand même réussi à faire entrer ces 7 phases de l'apprentissage à l'intérieur de séquences d'éducation musicale. Ce qui veut dire que c'est possible. Alors après, bien sûr, ce n'est pas parfait, et chaque élève est différent et va recevoir de façon différente la façon dont on va apporter le cours, mais c'est pour ça que je vous invite à venir faire un tour dans ma classe. Petite précision pour les élèves à besoins particuliers. Certaines mémorisations peuvent être extrêmement difficiles à automatiser chez les élèves à besoins particuliers. Ou alors ça va leur demander plus d'efforts et aussi plus de temps. C'est pourquoi on va essayer de soulager ou de compenser ces difficultés, dans le but qu'ils accèdent quand même au comprendre, qui reste nécessaire
pour l'apprentissage. Alors qu'il s'agisse de moyens numériques ou de moyens humains, on va tout faire pour éviter la surcharge cognitive. Et ça peut se traduire en classe par un affichage qui va représenter le savoir, ou la mise à disposition sur des outils numériques d'un accès au savoir. Alors, a priori, cette vidéo a été très longue, donc si vous êtes allé jusqu'au bout, je vous dis bravo. N'oubliez pas d'aller en description pour avoir l'article original de Sylvain Connac et les quelques références que j'ai citées. Un énorme merci à Violaine, Jean-Luc et Sylvain qui se sont prêtés au jeu de la relecture et de la co-écriture de ce script, car cette vidéo a été réalisée en partenariat avec eux. Et je vous dis à bientôt. Bon, je vous laisse méditer un peu. Je vous laisse un petit peu de temps pour ingurgiter tout ce que je viens de dire. Et voilà, petite pause, c'était la pub.